Bonjour tout le monde et merci d'être sur cette vidéo qui parlera d'un sujet à destination des professionnels de santé qui sera donc l'ischémie transitoire de nerfs mais surtout son application clinique. Et on prendra comme exemple et comme modèle la myélopathie cervicale. Donc tout d'abord, qui suis-je? Je me présente, je m'appelle Brian Littré, je suis physiothérapeute, kinésithérapeute, formateur et enseignant en santé, donc dans le champ musculo-squelettique, avec une spécialisation particulière pour les troubles neurologiques périphériques et les troubles vasculaires, donc dans le triage, identification de ces troubles. Je suis suivi sur les réseaux sociaux pour justement mes travaux, parce qu'on peut en parler sur les réseaux en story, souvent avec de la blague et avec beaucoup d'autodérision. Donc ce sera le ton de cette vidéo, mais avec sérieux, c'est pour ça qu'il y aura des sources qui permettent de justifier tout ce que l'on va pouvoir dire sur ce sujet. Bien sûr que tout sera fait d'une traite, on n'est pas Squeezie, il n'y aura aucun montage, et si je fais des erreurs, tant pis pour moi. Par contre, je souhaite remercier tout particulièrement certains amis qui m'ont permis d'élaborer ce travail, d'élaborer ma pensée aussi. Donc Laurent Fabre et Anthony Alimi qui m'ont beaucoup fait réfléchir sur ce sujet, qui m'ont challengé. Deux amis qui, qui ont beaucoup d'importance pour comment dire, mon développement en tant que praticien et en tant que formateur. Je tiens également à remercier Miguel Galland, un ami avec qui je travaille depuis longtemps. Corentin Perrault, qui m'a en partie poussé à faire ce sujet, même s'il y a d'autres éléments, et je vais vous raconter juste après. Et Laurent Morville, qui grâce à lui, que vous pouvez remercier en tout cas, car grâce à lui, le diapo est buvable. C'est pas un diapo fond blanc, écriture noire, tout moche. Donc merci Laurent. Tout d'abord, qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce travail de recherche? Alors, un, nos discussions avec Laurent et Anthony, bien sûr. Deux, parce que j'ai été également sollicité à de nombreuses reprises par des gens que j'ai pu former depuis donc maintenant 2018-2019. Je pense quelques milliers de personnes, peut-être un millier, je pense. Je n'ai pas fait les comptes. Car beaucoup voulaient mieux comprendre ce phénomène que l'on arrivait à observer cliniquement. Donc c'est d'abord sur leur sollicitation que je me suis décidé à travailler ce sujet. Deux, c'est également pour laisser une trace. Laisser une trace parce que avec Laurent, on a voulu faire quelques papiers scientifiques donc, à soumettre à des revues, à des comités de relecture. Cependant, certains auteurs ne nous ont pas suivis car ne comprenaient pas ce phénomène qui existe pourtant. Et également, Corentin Perrault a voulu faire une thèse sur le sujet, alors que certaines thèses françaises existent déjà sur le sujet, mais en chirurgie et en radiologie. Et pareil, euh, les directeurs de thèse ne comprenaient pas ce phénomène et donc ont refusé toute aide. Mais bon, au moins ça laissera une trace pour ne pas que d'autres s'approprient ce phénomène qui est juste un phénomène en fait qui appartient à personne. Mais en tout cas, ces termes d'ischémie transitoire de nerfs, c'est plutôt Laurent Fabre et moi qui en discutons en ces termes. Et également parce que ce phénomène a une importance extrême dans certains problèmes de nerfs, une importance qui prend une part presque essentielle dans certaines atteintes, dont les myélopathies. Et au final, plus on comprend ce phénomène, mieux nous pouvons traiter certains patients. Donc, ce travail sera découpé en 6 chapitres. En un, nous allons parler d'ischémie transitoire de nerfs et allons prendre un cas d'école. La myélopathie cervicale et également allons définir ce que c'est. Et nous tenterons de décortiquer l'impact d'une évaluation dynamique qui peut être faite par imagerie médicale et peut se reproduire en pratique clinique. Et bien sûr, à destination de nos patients. Et donc on va parler des dernières imageries sur le sujet et sur ce phénomène qui permettraient de mieux prendre en charge, car comprendre ce phénomène et savoir l'identifier modifie totalement la thérapeutique et permet d'offrir des solutions beaucoup plus adaptées que les conseils génériques habituels. Tiens-toi droit, fais un million d'extensions ou autre. Donc commençons. Qu'est-ce que serait l'ischémie transitoire de nerfs? Alors, l'ischémie transitoire de nerfs, c'est juste une formulation qui fait sens pour Laurent et moi surtout. Une ischémie, globalement, vous pouvez facilement retrouver la définition. Transitoire, pareil, hein. Et nerf, pareil. Mais là, c'est surtout
la mise en lien de ces phénomènes. Donc, voici ma définition en tout cas. Une ischémie transitoire de nerf serait une condition où l'apport sanguin à un nerf, donc par le vasa nervorum, est temporairement réduit ou interrompu, ce qui entraîne des symptômes neurologiques qui sont réversibles. Et en fait, nous avons des écrits sur ces types de phénomènes qui datent d'avant 1960, qui sont intéressés spécifiquement à l'impact de l'ischémie de nerfs et des racines nerveuses ou de la moelle, et ses conséquences. Que ce soit d'abord sur les animaux par ischémie induite, donc le rat, le porc, le lapin, le chat, puis sur l'humain en situation pré- et post-opératoire. Donc voici quelques exemples d'études illustrant l'impact de certaines contraintes sur le nerf et sa vascularisation. Tout d'abord, nous avons l'étude de Hall-Malker et collaborateurs, où la queue de cheval des porcs a été exposée par une laminectomie des premières et deuxièmes vertèbres qu'oxygène. Donc la graisse épiridurale, les ligaments et les facettes articulaires ont été retirés et ils ont pu mettre un ballon en plastique gonflable qui a été glissé sous la racine nerveuse et un morceau de plexiglas transparent a été placé sur les racines nerveuses et fixé à la colonne vertébrale par deux broches métalliques. Et lorsque le ballon était gonflé par un système d'air comprimé gradué, les racines étaient comprimées entre le ballon et la plaque de plexiglas. Que nous a montré cette étude? Cette étude a montré que la pression minimale moyenne dans le ballon gonflé nécessaire pour arrêter le flux des artères était de 127 mm de mercure. Alors que dans les capillaires, dans le nerf, c'était autour de 40 mm de mercure, et dans les vénules autour du nerf, dans le nerf, 30 mm de mercure. Alors que la pression artérielle moyenne était de 150 mm de mercure. Donc il y a une corrélation statistiquement significative entre la pression artérielle moyenne et la pression nécessaire pour arrêter le flux dans les artérioles. Mais aucune corrélation entre la pression artérielle moyenne et la pression d'occlusion capillaire ou vénulaire. Donc ils font bien une distinction entre la circulation sanguine et ce qui se passe dans les capillaires au sein du nerf. Après compression des racines nerveuses à 50 mm de mercure ou 200 mm de mercure pendant 10 minutes ou 2 heures, on a par contre observé une recirculation qui a commencé immédiatement. Il y a une hyperémie pendant 10 minutes avec une dilatation des vaisseaux, en particulier des vénules. Et dans les racines nerveuses exposées à la compression pendant 2 heures, que ce soit à 50 ou à 200 mm de mercure, un œdème intraneural s'est développé. Alors que, rappelez-vous, pour 50 mm de mercure, la pression est moindre qu'une compression sur les artères classiques. La compression peut donc induire des changements dans la circulation sanguine des racines nerveuses spinales et peut, même à de faibles pressions où seule une congestion vénulaire se produit, conduire à une altération de la fonction. Mais il y a d'autres études qui ont été menées qui poussent encore plus loin ces observations. Yoshi et collaborateurs ont mené 2 études. Une première pour évaluer l'impact des compressions répétées à des compressions continues. Et donc ce n'est pas l'étude que je décris là, mais en tout cas, l'objectif de la première étude, c'était de clarifier la différence entre les réponses physiologiques, donc suivant ces différentes modalités, compression continue ou compression répétitive. La première étude a mesuré l'impact au niveau de la compression et la physiologie du nerf, et à 40 mm de mercure de compression, donc ça représente 54 grammes force par centimètre carré, le débit sanguin nerveux dans le nerf a diminué jusqu'à environ 70% pendant la compression, sans modification à l'EMG, des potentiels d'action nerveux composés. Alors qu'à 80 mm de mercure et 120 mm de mercure, le flux sanguin nerveux a diminué jusqu'à 50%. Les amplitudes de potentiel d'action, eux, par contre, ont diminué. Mais cela après 10 à 20 minutes de compression. Donc on se rend compte qu'il y a à la fois le degré de compression qui joue, mais également la durée de compression qui joue. Mais bien sûr, et heureusement, après le relâchement de la compression, les amplitudes de potentiel d'action du nerf et le flux sanguin nerveux se sont rétablis rapidement. Cependant, à 120 mm de mercure de compression, ils ne sont pas rétablis au cours des 30 minutes qui ont suivi le relâchement, et un œdème endoneural a également été observé. Mais la même équipe a fait l'étude en 2021, donc l'étude que je vais vous décrire et dont vous voyez le diapo.
qui montre des résultats très importants quant à la conséquence du type de compression sur le système nerveux. Donc, l'objectif de cette étude est de clarifier les différences dans les réponses physiologiques suite aux différentes modalités de compression continue versus compression répétitive. 32 limpins ont été utilisés sous anesthésie et 4 conditions de compression, donc CC, compression continue, compression à basse fréquence LFR, vous pouvez voir les modalités, 1 seconde de relâchement toutes les 30 secondes, compression haute fréquence HFR, 1 seconde de relâchement toutes les 10 secondes, compression à haute fréquence HFC, 1 seconde de compression toutes les 10 secondes. Donc ces modalités ont été appliquées avec une pression de 80 mm de mercure pendant 90 minutes sur le nerf sciatique. Le potentiel d'action du nerf et le flux sanguin du nerf ont été évalués depuis le début de la compression jusqu'à 90 minutes et même après le relâchement de la compression. Et cela même 90 minutes après le relâchement de cette compression. Et bien sûr, la perméabilité microvasculaire endoneurale a été évaluée histologiquement. Quels sont les résultats de cette étude? Les résultats, déjà pendant la compression, le flux sanguin et l'amplitude des potentiels d'action ont diminué dans les 4 groupes. Il y a eu des retards significatifs dans la récupération de l'amplitude et du flux sanguin nerveux dans les groupes LFR et HFR. Si je vous rappelle, LFR correspond à 1 seconde de relâchement toutes les 30 millisecondes et HFR, 1 seconde de relâchement toutes les 10 secondes. Et cela par rapport au groupe de compression continue. On se rend compte que les compressions répétées ont tendance à faire plus de dégâts histologiques que les compressions continues sur un nerf. Et un œdème endoneural a été observé dans les groupes de compression répétitive comparativement aux groupes à compression constante. Et même si la durée totale de la compression était courte, l'accumulation des cycles répétitifs de compression-relâchement retarde le rétablissement de la fonction physiologique du nerf avec un œdème endoneural. Et il conclut de cette manière. Donc nous observons bien qu'il y a des différences notables, importantes, dans la compréhension de quelles contraintes, sur quelle durée peuvent induire des effets sur le nerf. Lors de cette troisième étude, cette fois-ci sur le chien, ils ont pu faire des hernies, ils ont induit des hernies à des chiens, à 65 chiens, par une laminectomie, et ils ont observé ce que nous pouvions trouver sur la conduction nerveuse et la vascularisation nerveuse. Et ils se rendent compte qu'il y a une corrélation nette entre le niveau de compression du nerf, la vascularisation du nerf, mais c'était également en lien avec l'observation temporelle, où on se rendait compte que plus cette compression durait dans le temps, plus nous observions ces résultats. Donc là, vous pouvez bien vous rendre compte qu'il y a bien, oui, une relation entre la vascularisation intrinsèque du nerf et sa fonction. Et maintenant, voyons voir ce qu'il y a chez l'humain, cet autre animal. Donc, chez l'humain, vous avez l'étude de Takamori et collaborateurs qui a été faite en 2010, où 15 patients candidats à une microdissectomie, qui était suite à une hernie compressive L5S1, ont été sujets. Ils présentent tous des douleurs sévères ainsi qu'une radiculopathie, donc une perte de fonction en lien avec ces trachytes, sans atteinte motrice importante associée sur le territoire d'innervation de la racine S1. Les auteurs se sont intéressés à l'évolution de la conduction nerveuse du nerf ainsi qu'au flux sanguin en lien avec cette racine comprimée. Et cela avant le test neurodynamique, durant le test neurodynamique, donc pendant 1 minute et 3 minutes. Test neurodynamique que vous pouvez voir sur la diaporama s'appelait SLR, Single Leg Raise. Ils ont décidé donc de comparer leur analyse à une prise de mesure juste après dissectomie. Donc, analyse avant de l'électrophysiologie et de la vascularisation du nerf, et analyse après opération. Et les auteurs ont pu observer que la compression mécanique causée par un nerf a altéré à la fois la conduction nerveuse et à la fois la vascularisation intrinsèque de ce dernier.
et cela en moins d'une minute. Donc là, vous pouvez voir avant la dissectomie, la pardon, le potentiel d'action au sein du nerf, lorsque l'on tire sur le nerf alors que ce nerf est déjà comprimé par une hernie, et lorsque l'on tire longtemps. Après dissectomie, vous pouvez voir que le potentiel d'action reste inchangé, et cela même si nous tirons sur un nerf qui n'est plus comprimé. Et là, vous pouvez voir dans le tableau B en bas à gauche la vascularisation du nerf après dissectomie, dans les trois conditions, avant de tirer sur le nerf, en tirant sur le nerf, en restant attiré pendant 3 minutes. Et vous pouvez voir après dissectomie cette vascularisation. Après la dissectomie, la vascularisation s'est immédiatement améliorée, suivie par la conduction nerveuse. La compression vasculaire créée lors de la manœuvre de SLR, Single Leg Raise, semble, selon les auteurs, être un facteur de neuropathie, donc créé par une ischémie. Et cette étude est géniale parce qu'elle nous montre que effectivement il y a un lien fort entre la vascularisation intrinsèque du nerf. Donc là, c'est pas la pression artérielle dans l'aorte abdominale ou dans l'artère iliaque, c'est bien au sein du nerf et uniquement au sein du nerf. Mais que par contre, cette atteinte est une atteinte qui peut être temporaire, mais qui est objectivable et mesurable. Donc en résumé, au final, ça correspond à la définition que j'ai pu vous décrire. Bien sûr que j'ai élaboré ma définition à force de lire les études. Et donc une ischémie transitoire de nerf est une interruption, une altération temporaire du flux circulant au sein du nerf qui peut causer des troubles neurologiques réversibles. Mais au final, ces troubles neurologiques réversibles peuvent s'exprimer de plein de façons différentes, par de la douleur ou non, de la douleur neuropathique ou non, de la mécanosensibilité ou non, de la perte de fonction ou non, et tout dépend le degré de perte de fonction, avec des causes multiples. Ça peut être causé par une compression, ça peut être causé par une traction, donc un étirement, ça peut être causé par des anomalies transitoires, par des tumeurs, bref, plein de choses. Et des conditions telles que des blessures, des mouvements répétitifs, des positions prolongées ou des maladies peuvent contribuer à cette ischémie intrinsèque de nerfs. Par exemple, le diabète amène à des ischémies de nerfs. Les symptômes, comme je l'ai dit, les symptômes peuvent inclure tout. Ça peut inclure des engourdissements, des picotements, ça peut induire une fatigabilité musculaire, ça peut induire des sensations de brûlure, de coups de jus sur le nerf affecté, en lien en tout cas avec le nerf affecté. Et ces symptômes sont généralement temporaires et se résolvent lorsque le flux sanguin est rétabli. Le diagnostic, ça va reposer bien sûr sur l'examen clinique, sur le fait de faire un bilan neuro de qualité et parfois sur certaines imageries, et nous allons le développer plus tard. Et le traitement, tout va dépendre. Le traitement, ça peut être une chirurgie, le traitement, ça peut être des mouvements, le traitement, ça peut être ne rien faire, le traitement va dépendre de l'atteinte de votre bilan neuro, de pas mal de facteurs en lien avec le patient, et le pronostic donc est également aussi large que le nombre d'atteintes qui peuvent exister. Parce qu'au final, nous avons ce phénomène dans un syndrome de la queue de cheval ou dans une simple radiculopathie qui peut se gérer d'un point de vue conservatrice. Donc en résumé, une ischémie transitoire de nerfs est une interruption temporaire du flux du vasa nervorum, qui est une structure indissociable du système nerveux, en lien avec son nerf causant des symptômes neurologiques. Voyons voir maintenant la myopathie cervicale et peut-être le lien avec l'ischémie transitoire de nerfs. La myopathie est une affection neurologique résultant de la compression ou de la maladie de la moelle épinière et elle peut se manifester par une variété de symptômes qui reflètent la perturbation de la fonction normale de la moelle. La colonne vertébrale cervicale s'adapte aux défis de la gravité et aux effets de la charge mécanique par le biais de changements structurels et biochimiques. Ces changements et ces adaptations peuvent entraîner un handicap physique important et à leur tour stimuler des voies biochimiques altérées. La physiopathologie de la myélopathie implique une combinaison de facteurs chimiques, mécaniques statiques et dynamiques qui induisent des changements cellulaires tels que
la neuroischémie, comme on l'a vu, l'excytotoxicité, la neuroinflammation et certains événements apoptotiques. Et il est urgent de développer des meilleures stratégies de traitement, surtout neuroprotecteurs, pour inhiber la dégénérescence neuronale et optimiser la récupération neurologique après une compression pour la myélopathie cervicale. Et là, dans ces images, vous pouvez voir différents types de myélopathie cervicale. Et bien sûr, vous pouvez mettre pause et lire la description de ces figures. Donc ça, ce sont des personnes atteintes de myélopathie cervicale. Comme je l'ai dit, les présentations cliniques sont très différentes et diverses. Ça peut aller de la céphalée à des troubles de la marche, à des douleurs neuropathiques accompagnées ou non d'altérations de la fonction nerveuse qui peuvent être unilatérales, bilatérales, quadrilatérales, mais en général progressives dans le temps. Et tout ceci dépendra de l'étiologie potentielle de la zone de lésion et de la présence d'une instabilité ou d'une ischémie transitoire ou non. Et en effet, nous allons nous intéresser à la myélopathie cervicale, majoritairement dégénérative plus que traumatique, mais tout ce qui suivra est transposable aux autres myélopathies, et surtout les traumatiques instables. Donc vous pouvez voir que à plusieurs niveaux, la moelle peut être irritée, comprimée, et peut être amenée à présenter de la souffrance chez un patient. Et comme je vous l'ai dit, les causes sont multiples, mais ce sont parfois des facteurs de risque d'autres causes. Par exemple, euh, l'inflammation est un facteur de risque de la pression mécanique, mais la pression mécanique va amener en général à de l'inflammation. Donc vous avez des boucles entre ces différents facteurs contributifs. Les traumatismes peuvent amener à de la compression mécanique. Des maladies dégénératives amènent à un peu plus d'inflammation et moins de pression. Bref, vous voyez qu'on peut vite rentrer dans un cercle vicieux. Mais en tout cas, la neurochirurgie reste souvent le traitement de choix. Et si je devais vous décrire également des cas que j'ai déjà pu avoir au cabinet ou même que des médecins que j'ai pu former dans la formation justement sur les neuropathies m'ont raconté, par exemple le cas d'un rugbyman, un ancien du top 14, qui lors d'une mêlée a senti un craquement dans sa nuque. Bon, il se sentait très raide après ce craquement et décide d'aller consulter. Et après une imagerie, on se rend compte qu'il a une instabilité vraie, donc avec fracture et entorse ligamentaire cervicale. Mais au final, ce qui l'a sauvé d'une instabilité forte, ça a été l'arthrose qu'il avait et déjà les fusions qu'il pouvait avoir entre différentes articulations. Parfois, ça peut être même un élément protecteur. Parfois, par contre, si vous avez déjà euh, une certaine instabilité et que derrière vous avez un accident, bah, ça peut amener à des conséquences beaucoup plus graves. Donc, parfois, certains facteurs que nous pourrions croire problématiques peuvent être protecteurs, mais encore faut-il comprendre la relation entre ces différents facteurs contributifs. La variabilité de formes qui peuvent interagir entre elles et les facteurs contributifs et protecteurs amène à beaucoup de problèmes dans la définition de la myélopathie. Alors que c'est une pathologie où tous les auteurs sur le sujet s'accordent pour dire qu'elle est très fréquente, mettre un mot sur la définir est pourtant beaucoup plus compliqué. C'est à la fois une combinaison donc, de signes cliniques qui ont un impact sur le système nerveux, mais parfois aussi d'imagerie, donc que l'on peut appeler MCD pour myélopathie cervico-arthrosique dégénérative, mais parfois spinal cord injury, donc lésion de la moelle. Concrètement, il faut comprendre qu'il y a une atteinte de la fonction neurologique de plusieurs racines. Mais en tout cas, rendez-vous compte que rien que la définition de la myélopathie est compliquée selon les auteurs, et c'est pourquoi que souvent ils vont se fermer à utiliser uniquement un sous-groupe qui malheureusement peut être trop restreint et non significatif de toute la population ayant des myélopathies. Mais en tout cas, rendez-vous compte que vous pouvez vous simplifier la vie à vous dire qu'une myélopathie, c'est une atteinte de la fonction de la moelle. Et ça, c'est plutôt clair.
Mais oui, c'est clair. Et ce phénomène est plutôt sous-estimé. Sous-estimé parce qu'il n'y a pas forcément d'analyse systématique. Sous-estimé parce qu'une myélopathie peut être non douloureuse. Sous-estimé parce qu'il y a une stratification selon l'âge et nous n'allons pas forcément regarder également les populations un peu plus jeunes. Mais lorsque l'on l'analyse de manière plus systématique, on se rend compte que préférentiellement, c'est une population qui a entre 50 et 70 ans. Alors pourquoi entre 50 et 70 ans? Parce qu'il semblerait qu'il y ait également un lien avec la mortalité. Donc que les gens avec plus de myélopathie ont tendance à vivre moins longtemps, ce qui est plutôt dommage. Donc il y a une stratification selon l'âge où plus vous êtes âgé, plus vous l'avez, jusqu'à un certain seuil où ça devient trop délétère pour vous. Mais il semblerait également que ça dépende de l'ethnie. L'épidémiologie de la myélopathie cervicale, et y compris son incidence et sa prévalence, sont sous-estimées dans la littérature occidentale. Et en revanche, il s'agit d'une maladie assez courante, car beaucoup mieux étudiée, dans les populations asiatiques, en particulier les Chinois, les Japonais, les Coréens. Alors certes, c'est difficile à identifier, mais vous allez voir au final avec l'analyse de l'imagerie qu'on va voir ensemble, pas si difficile que ça, mais c'est surtout mieux identifié dans ces pays. Il existe des formes donc très multiples. Vous avez par exemple une forme de myélopathie qui arrive souvent chez les Japonais autour de la vingtaine, donc autour de 20 ans, où ils ont une ossification du ligament postérieur qui vient créer une myélopathie, et c'est ce qui pourrait expliquer que les Japonais s'y connaissent énormément, car c'est à eux également de savoir jauger quand est-ce que l'on opère ou pas cette myopathie, même chez un jeune de 20 ans. Et une identification rapide, au final, est complexe s'il y a plein de formes différentes pour cette pathologie, car le parcours de santé est plutôt laborieux, avec énormément d'errances thérapeutiques liées au manque de connaissances et de compétences des professionnels de santé. Et si je devais vous illustrer ça, quand je vous dis illustrer ça, c'est illustrer, un, l'importance de ce phénomène, deux, que l'on identifie peut-être mal. On se rend compte qu'un tiers des patients souffrant d'un canal lombaire étroit ont une myélopathie. Et pourtant, ce phénomène a un impact direct, normalement, sur le traitement chirurgical lombaire, les récidives, et ne serait-ce que le placement pendant l'opération. Donc ces datas viennent d'une revue, une revue composée de 5 études, où la prévalence donc, des myélopathies asymptomatiques dans les canaux lombaires se situait entre 24 et 61%. Asymptomatiques. Je le refais, des patients avec canal lombaire étroit, chez qui on fait une imagerie plutôt systématique exprès dans ces études, des cervicales, montrent que la prévalence est de 24 à 61%. C'est énorme. Et la méta-analyse de la prévalence rapportée des patients atteints de myélopathie asymptomatique et de canal lombaire étroit symptomatique a montré une prévalence aléatoire regroupée de 35%. Donc la myélopathie asymptomatique semble être présente chez un grand nombre de patients. Cette étude note sa présence chez un tiers de patients atteints de canal lombaire étroit, et il est impératif de surveiller de près les personnes présentant un symptôme lombaire symptomatique afin de déceler tout signe potentiel de myélopathie émergente. Et peut-être même que certains patients avec des plaintes de canal lombaire étroit ou au final une myélopathie cervicale. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler de 3 cas cliniques que j'ai eu au cabinet, filmés et avec audio, filmés ou avec audio, où au final certains des patients avaient des plaintes dans les jambes avec une myélopathie cervicale. Il existe, heureusement, la classification de Mule pour évaluer la sévérité des myélopathies à l'imagerie. Donc vous pouvez simplement mettre pause pour bien lire les différents stades, mais c'est pour comprendre que ces stades d'atteinte de la moelle sont un des éléments qui permet et qui est utilisé pour évaluer la sévérité, qui permet d'évaluer la sévérité et la progression de cette pathologie. Ça repose sur des critères cliniques normalement et radiologiques pour classifier les patients en différentes catégories. Ça facilite la planification du traitement et l'évolution également, donc l'évaluation du pronostic. Le nombre de niveaux sténosés selon la classification de Mule est collaborateur. Donc vous avez
Le stade 0, la jambe normale du canal rachidien. Stade 1, oblitération partielle de l'espace sous-arachnoïdien antérieur, postérieur ou les deux. Stade 2, oblitération complète de l'espace sous-arachnoïdien antérieur, postérieur ou les deux. Stade 3, impact du cordon antérieur ou postérieur ou les deux. Voyons voir ce que ça donne en images. Ah, vous pouvez voir sur ces images A, B, C. Déjà une première chose, c'est une même personne prise en imagerie médicale, en IRM classique, dans différentes positions. Et le tableau qui est en dessous de ces images nous montre bien que, déjà, selon différentes positions de la nuque, nous pouvons observer des grades de mioule, donc des grades de compression de la moelle, qui sont parfois différents selon les niveaux. Si je vous prends par exemple C4, C5, la personne en position neutre a un grade 2, en flexion un grade 1, en extension un grade 3. Donc cette personne, si elle fait des extensions et encore plus répétées, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer au vu des données qu'on a pu voir sur le rat et sur la colonne de porc. Mais j'ai envie de vous proposer une classification supplémentaire en plus de ces éléments radiologiques. En 1, comprendre que vous avez un score que je vais vous montrer après. Le score modifié Japanese Orthopedic Association de chirurgien qui permet d'évaluer le niveau de gravité de la myélopathie. Donc vous avez des stats cliniques pouvant aller de pas de symptômes pour les premiers stades, symptômes cliniques légers sans déficit neurologique objectif, symptômes modérés avec des déficits neurologiques objectifs, symptômes sévères avec des déficits neurologiques significatifs et des limitations dans les activités de la vie quotidienne, et symptômes très sévères avec déficit neurologique majeur et dépendance pour les activités de la vie quotidienne. Donc ça, c'est dans stade clinique. Pour l'évaluation radiologique, au final, ce qui va nous intéresser également, est-ce que c'est une compression statique ou une compression dynamique? Ce qui peut totalement changer, un, le traitement conservateur, deux, le traitement chirurgical. Et parmi les facteurs pronostiques, vous avez l'âge du patient, la durée des symptômes, la présence de comorbidités qui peuvent influencer le traitement et le pronostic. Bien sûr, plus l'atteinte est longue dans le temps, donc prolongée dans le temps, plus le pronostic est défavorable. Plus le patient est âgé, moins le pronostic est favorable également. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas opérer de la même manière tous les patients, et ça, on va voir également quels types d'opérations sont intéressantes, nécessaires, mais selon quel sous-groupe également. Donc cette classification peut aider les cliniciens à décider des meilleures approches thérapeutiques, qu'elles soient conservatrices ou chirurgicales, et à prévoir les résultats possibles pour chaque patient. Pour ceux intéressés, je vous laisse mettre pause et analyser le M, Modified Japanese Orthopedic Association questionnaire. Vous allez vous rendre compte très vite qu'en fait, c'est en lien avec le bilan neuro. Donc si vous savez juste faire un bilan neuro des membres supérieurs et des membres inférieurs, sûrement que ce questionnaire ne vous aide pas. Par contre, pour prendre une décision chirurgicale, là, c'est autre chose. Il existe également un cluster de tests, un cluster de Cook, qui a été utilisé pour identifier des myélopathies. Le problème, c'est qu'il est, à mon sens, pour moi, mon avis, très insuffisant. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ok. Très insuffisant parce que, un, il se base majoritairement sur les signes centraux, et les signes centraux ne sont pas forcément tout le temps présents, et même rarement dans certains types de myélopathie. Deux, la notion d'âge est importante dans ce cluster, sauf que comme on l'a vu, même une population jeune peut être atteinte de myélopathie. Donc oui, se servir de ce cluster, mais en comprendre surtout les limites pour vous rendre compte qu'un bilan neuro fait correctement, auquel vous ajoutez des signes centraux pour étayer votre raisonnement, est plus important que uniquement l'utilisation d'un cluster, où vous pourrez croire qu'il n'y a pas de myélopathie, alors qu'il existe une myélopathie. Parce que les signes centraux peuvent également être présents en dynamique. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ok. Pour moi, ce cluster est insuffisant. Un autre élément, par contre, qui est extrêmement intéressant pour évaluer une myélopathie cervicale, c'est l'hypersignal intramédulaire en coupe T2. Comme vous pouvez voir, les petites taches blanches grisâtres au sein de la moelle
sur ces IRM. Ça, ce sont des signes de souffrance vasculaire intramédulaire qui, en général, nous orientent vers une opération plutôt rapide. Et maintenant, parlons d'IRM, parce qu'on a pu voir qu'il y avait des IRM faits de manière statique, des IRM faits de manière dynamique, comme on a pu le voir lors de la classification de Mule, alors que la myelopathie implique des facteurs statiques et dynamiques. Donc, au début, on se focalisait surtout sur les facteurs statiques comme la sténose congénitale du canal, les ostéophytes, l'hypertrophie des facettes, l'ossification du ligament longitudinal postérieur ou ligamentum flavum, ainsi que d'autres petites compressions autour de la moelle épinière cervicale. Et pour évaluer ces facteurs, on utilisait des paramètres radiologiques, comme le rapport de Pavlov et le diamètre de canal sagittal, mais maintenant, on comprend que les facteurs dynamiques sont aussi très importants, voire plus importants, dans le développement et l'aggravation de ces myélopathies. La compression dynamique du rachis cervical se produit avec la déformation du ligamentum flavum, souvent, et l'instabilité segmentaire lors des mouvements du cou, surtout en extension. Une instabilité dynamique du rachis cervical, définie par une translation de plus de 3,5 mm et une angulation de plus de 11 degrés sur les clichés de flexion-extension, peut entraîner un rétrécissement du canal rachidien et provoquer des lésions axonales. Cela peut également augmenter la perméabilité de la membrane cellulaire et entraîner des pertes de conduction dans les axones mélinisés. Une compression répétitive ou des lésions dynamiques peuvent conduire à une perte malheureusement irréversible des cellules neuronales et à une ischémie aggravant la myélopathie cervicale dynamique. Récemment, l'IRM dynamique est de plus en plus utilisé pour évaluer la compression statique et dynamique de la moelle épinière, bien que ce ne soit pas encore fait en pratique courante. Donc, des processus décisionnels cliniques basés sur l'IRM dynamique ont montré de meilleurs résultats en termes de choix des niveaux de compression à traiter et de planification chirurgicale. L'IRM dynamique a démontré une fiabilité bien supérieure par rapport à l'IRM conventionnel, surtout pour l'IRM sagittal en extension. Et la décision de prise en charge chirurgicale d'une myélopathie cervico-arthrosique, qui elle est basée sur un faisceau d'arguments cliniques et d'imagerie, pourrait donc se servir de ces données-là. L'IRM en position neutre est aujourd'hui indispensable bien sûr à la planification. Et les principaux signes recherchés étant le niveau et le grade de sténose, et la présence d'un hypersignal médulaire en pondération T2 témoignant d'une myélomalacie. Mais comme on l'a vu, les éléments spinaux subissent plusieurs changements lors des mouvements du rachis cervical. En flexion, le cordon médulaire est en tension, donc vous pouvez aggraver en tirant sur les nerfs. Sur les composants ostéophytiques postérieurs et les bombements du disque. En extension, le cordon, oui, se raccourcit et s'épaissit et se tend sur les éléments postérieurs. Et chez de nombreux patients, un hypersignal n'est alors retrouvé que dans des positions dynamiques et le grade de sténose varie selon la position. Ces différences selon la position du rachis cervical lors de la réalisation de l'IRM ont été mises en évidence principalement pour des niveaux cervicaux de C2, C3 jusqu'à C6, C7, avec un peu de modification en C7T1. Il est crucial de diagnostiquer et de traiter une myélopathie cervicale rapidement et avec précision pour éviter l'aggravation des symptômes du patient, et l'IRM conventionnel ne reflète pas toujours les mouvements segmentaires et l'instabilité de la colonne cervicale, ce qui peut masquer certains niveaux de compression. En revanche, l'IRM dynamique peut détecter des compressions cachées, améliorant donc la précision diagnostique, les résultats chirurgicaux, et devrait, selon pas mal de données, devrait être intégré dans la planification chirurgicale pour garantir des diagnostics précis et des interventions chirurgicales efficaces. Cela pourrait réduire les variations de résultats entre les praticiens et les institutions. Ça peut également diminuer le fardeau socio-économique et faciliter le retour à l'emploi en réduisant les coûts médicaux de réopération et autres. Donc en résumé, l'IRM dynamique offre des avantages significatifs pour la gestion des problèmes de nerfs, tout simplement, en révélant des compressions occultes et améliorant la précision des plans de traitement. L'hypersignal dynamique est un signe de myélomalacie signifiant souvent, voire quasi tout le temps, une souffrance vasculaire de la moelle. Et si je vous dis que ça a une meilleure précision diagnostique, c'est parce que ça a été mesuré. Très peu d'études ont évalué la fiabilité et la précision de l'IRM dynamique dans la myélopathie, mais dans cette étude, nous avons pu observer qu'ils ont cherché à comparer la fiabilité et la précision intra- et inter-observateur de l'IRM dynamique dans la détection de la myélopathie à l'aide de scanners
en position sagittale, en position de flexion, neutre et d'extension. Donc sur 131 patients ayant subi un traitement chirurgical pour une myélopathie, 107 ont été inclus dans l'étude. Les patients ont subi 3 types d'IRM, flexion, extension, neutre. Les IRM de la colonne cervicale ont été évalués indépendamment par 3 spécialistes de la colonne vertébrale sur la base de questionnaires. Et pour la précision, les auteurs ont effectué une analyse des caractéristiques de l'opérateur récepteur et la capacité globale de discrimination de chaque méthode a été mesurée en calculant l'air sous la courbe. Et les coefficients de kappa-Cohen et coefficients de kappa généralisé de Fleiss ont été utilisés pour mesurer la fiabilité inter- et intra-observateur. Quels sont les résultats? Vous les avez sous vos yeux. La fiabilité intra-observateur et la fiabilité inter-observateur est vachement plus importante et même, je vous dirais, écrase lorsque écrase l'IRM fait de manière conventionnelle neutre lorsqu'elle est faite en dynamique. Clairement, concrètement, l'IRM dynamique montre et démontre de manière significative une meilleure fiabilité diagnostique, une meilleure précision dans la détection de la myélopathies par rapport à l'IRM conventionnel, en particulier en extension pour les myélopathies cervicales. Mais n'oubliez pas que tous les patients ne sont pas les mêmes et sûrement que l'imagerie en flexion peut également sauver pas mal de vies et aider énormément de personnes. Donc, avant de continuer, écoutons l'audio d'un patient et surtout la vidéo de ce même patient. Ce patient, c'est Thomas. Vous me dites, hein. Oui, c'est bon. Vas-y, essaye. Donc là, il essaye de lever au max en flexion cervicale. On l'a appelé le myélopathe. On est d'accord que dans les deux, tu étais à fond? Ouais. On recommence en flexion pour être sûr? T'es mal le petit regard ravageur qu'il a fait. Vas-y, vas-y. T'es à fond là? Ouais. Mets direct d'extension. Là, vous pouvez voir donc son gain de force en extension cervicale alors qu'il perd énormément de force en flexion cervicale. Voilà, fin. Donc vous pouvez voir son historique, il a 25 ans, ostéopathe à Orange, qui avait des fasciculations récurrentes dans les deux mains depuis 6 ans, des douleurs irradiantes dans coudes, mains et des torticolis très fréquents. Ça, c'était sa plainte depuis 6 ans. Fasciculation, torticolis, douleurs irradiantes. Sauf que ces douleurs se sont étendues à ses deux quadriceps, où il a perdu de la force, et avec des fasciculations. Il savait qu'il avait un problème neurologique et lors de cette vidéo et lors des tests, il n'avait ni Hoffman, ni supinateur inversé, ni Babinski, ni Tromner, qui font partie des signes centraux présents dans le cluster de Chuck Cook. Vous comprenez donc pourquoi il faut surtout savoir réfléchir autour du bilan neuro. Il n'avait aucune douleur pendant les tests, donc de force, en abduction de bras. Et tout était parfait au niveau vasculaire. Donc c'est bien l'ischémie de la moelle. Voici deux de ces audios. Petit vocal pour confirmer tout ce qu'a mis Brian dans la diapo me concernant, après relecture de ma part. Tout ce qui est fasciculation, durée des symptômes, etc., tout est vrai. C'est quelque chose que j'avais identifié quelques mois avant la formation et qui on a bien confirmé après la formation et qui s'est résolu en quelques jours après des années de douleur, de fasciculation dans les trois membres, donc des trucs un peu flippants, quoi. Voilà. Ah, et putain, dernier truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure pendant l'appel, et qui était vraiment impressionnant, où vraiment ça faisait ischémie transitoire, enfin vraiment on pouvait comprendre ce que c'était une ischémie transitoire, c'est qu'à l'époque où j'étais en plein symptôme, quand je faisais une flexion de tête, donc là où ma moelle s'étouffait, j'avais mon pec gauche et mon triceps gauche qui se contractaient tout seul, qui fasciculaient. Dès que je faisais une flexion de tête qui fasciculait fort, tu le voyais à l'œil nu, quoi, qui pec gauche et triceps gauche, et en extension, hop, ça s'arrêtait. Et ça, c'était vraiment impressionnant, mes potes hallucinaient. Et comme quoi, il faut vraiment aussi, dernier truc, ouais. Donc, ouais, il faut vraiment se fier à la fonction et pas aux symptômes forcément. Donc, moi, ce qui m'a sauvé, c'est les extensions, rétractions répétées, là, surtout l'extension. Il faut savoir que l'extension, c'était le moment qui me faisait, en crise, qui me faisait le plus mal. Et la flexion, c'est ce qui me faisait le moins mal. Donc, comme quoi, ouais, vraiment fonction et enfin se baser sur la fonction et pas forcément la douleur.
Donc, lui a compris l'ischémie transitoire de nerf. Mais certains ont beaucoup plus de mal. Les signes neuraux peuvent évoluer en fonction des positions. Et en fait, la personne me disait, voilà, en fonction des positions, faut évaluer la personne parce que la sensibilité peut être différente. En fait, le truc, c'est que vous n'êtes pas en train d'évaluer une atteinte neurale. Je pense que c'est de la méga bullshit de penser que c'est une atteinte neurale, ce genre de choses. En fait, ce qui semble se passer, c'est que ça serait en fait une compression vasculaire du nerf qui altère la sensibilité et ou la force, et que donc il ne faut pas croire que vous avez un problème de nerf quand vous évaluez, quand vous avez une réponse différente en fonction des positions. C'est juste que la pression sur le système vasculaire varie et peut engendrer des symptômes neuro comme ça. En fait, c'est une vraie fausse atteinte neuro. Donc, il faut bien faire gaffe à ce que vous évaluez. Je ne sais pas trop où la personne avait appris ça, mais c'est pas terrible parce qu'en fait, c'est pas une vraie atteinte neurale. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait penser qu'un nerf, une neuropathie réelle, puisse changer en fonction des positions comme ça? Non, c'est pas tip top. Bien sûr que c'était Comment? visé. J'ai pas compris. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Mais personne dit ça. Jamais de la vie. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non. Déjà non. Non, mais non, c'est pas ça. Putain, non, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Or, Un déjà, peu de retenue, un peu de pudeur, un peu de hashma, un peu de honte. bien sûr que nous avons vu des données déjà sur l'animal puis chez l'humain qui montraient que c'était bien une atteinte de nerf, oui, vasculaire du nerf, mais c'est un problème de nerf qui se règle avec une opération en lien avec le nerf et pas un problème vasculaire qui nécessiterait donc une opération vasculaire, un stent, la prise d'anticoagulants, où là on est sur un trouble vasculaire, mais là on est bien sur un problème de nerf. Comme le fait qu'un AVC, au final, c'est souvent la résultante d'autres problèmes. Et là, vous pouvez voir que malheureusement, c'était peu compris, peu clair. Cette personne ne pensait même pas qu'on pouvait avoir des variations de neuropathie selon les mouvements, alors que vous l'avez vu dans les études animales et les études chez l'humain, et on va le voir également avec d'autres études chez l'humain avec EMG dynamique. Et dans le contexte de la compression chronique de la moelle, telle qu'elle se produit dans la myopathie cervicale, l'hypothèse largement acceptée est que la dégénérescence de la colonne cervicale applique des contraintes mécaniques sur la moelle épinière, ce qui altère sa perfusion, entraînant un dysfonctionnement de la microcirculation, ou un état ischémique parfois transitoire. Ces termes ne sont pas les liens. À long terme, l'ischémie provoque à son tour l'apoptose neurale et oligodendrogliale, d'une part, déclenchant une réaction inflammatoire et la mort des cellules endothéliales, d'autre part, entraînant une rupture de la barrière hémato-rachidienne, et un cercle vicieux s'enclenche alors, alimentant l'inflammation qui exacerbe la mort cellulaire, aboutissant finalement à une myélopathie. Donc dans les cas de compression légère, le dysfonctionnement de la perfusion ne peut pas être chronique, mais discontinu au début. Surtout peut ne pas être chronique, mais discontinu au début, causé par des micro-traumatismes. Donc, il y a effectivement des problèmes de nerfs qui peuvent être dynamiques. Vous l'avez vu chez ce patient, vous l'avez vu chez d'autres, dans les études et sur l'animal. Et donc, en résumé, la microcirculation des nerfs périphériques se caractérise par un apport nourricier intraneural bidirectionnel. L'apport sanguin au segment distal est significativement plus important que celui au segment proximal. 2. La densité des branches anastomotiques intraneurales varie en fonction de l'emplacement. Les branches anastomotiques de la région médiane sont moins nombreuses que celles des extrémités proximales ou distales. Donc il y a plus d'embranchements pour venir irriguer ce nerf. Les changements, donc 3, les changements dans le flux sanguin ne sont pas directement corrélés avec les changements dans la densité et le nombre de vaisseaux pendant la régénération neuronale. Et la compression du nerf périphérique a des pressions et des durées variées, induit des degrés variables de lésions neurales. Et bien que les symptômes des maladies induites par la compression des nerfs périphériques
varie selon les régions, la pathogénèse qui suit la compression des nerfs est souvent une lésion mécanique accompagnée de changements dans la microcirculation. Cela va induire à leur tour des lésions axonales et des lésions de la gaine de myéline et forme finalement des cicatrices et des fibroses. Dans l'ensemble, l'amélioration de la microcirculation nerveuse est une clé essentielle pour le traitement de ces maladies. Et actuellement, la méthode d'amélioration de la microcirculation nerveuse comprend la chirurgie ou la thérapie physique. L'étude des effets des mécanismes hémodynamiques et de la régulation du sang au sein du nerf, des facteurs neurotrophiques et des gènes neuronaux sur la microcirculation nerveuse est certainement importante pour améliorer la compréhension et le traitement des maladies induites par la compression nerveuse. Et de plus en plus d'études post-mortem chez l'homme et chez l'animal montrent que l'ischémie joue un rôle important dans la pathogénèse de la lésion médulaire. Les études histopathologiques autopsiques humaines ont mis en évidence un schéma cohérent de changements délétères, notamment la cavitation kystique et la nécrose focale dans la substance grise et la blanche, qui évoluent vers des lacunes, la gliose et la disparition de la corne antérieure. Ces résultats sont cohérents avec les études animales qui ont montré que la compression antéro-postérieure de la moelle entraîne une diminution du flux sanguin vers le segment spinal comprimé. La diminution du flux dans la microcirculation, et rappelez-vous que c'est différent, est supposée être causée par l'obstruction des artères circulaires antérieures et des artères transversales dans la substance grise centrale. D'autres sources d'ischémie comprennent l'altération des diamètres artériels radiculo-médulaires par foramen intervertébral suffisamment étroit et l'épaississement de la paroi des vaisseaux dans l'artère spinale antérieure et des artérioles parenchymenteuses. Bref, ça comprime. Et l'étude que je vous présente là de Kim et collaborateurs, et surtout ce schéma, permet en fait d'élucider un certain nombre de nouveaux résultats dans l'évaluation des patients atteints de myélopathie cervicale. Les auteurs ont constaté une forte corrélation entre la diminution du diamètre antéro-postérieur de la moelle épinière et la diminution du volume sanguin intramédulaire. Ceci est cohérent avec les études animales, ce qui a montré que la compression de la moelle épinière est associée à une diminution de ce flux. Et la source exacte, bien sûr, dépend de toutes les pathologies existantes pouvant expliquer ces compressions. Donc, est-ce qu'on est sur un problème vasculaire? Non. On est bien sur un problème neurologique. La vascularisation du nerf, mais en fait, c'est un problème neurologique. Lorsque vous avez une hernie qui comprime votre nerf, on appelle ça un problème neurologique. Et un des arguments qui va justement à l'encontre de votre pote, c'est que, je forme sur les problèmes neurologiques depuis pas mal de temps. Mais pas que, je forme également sur les troubles vasculaires. Donc c'est mon domaine d'expertise. Et quand je parle de troubles vasculaires, donc avec Olivia Ferrand, une formation en e-learning sur le sujet, donc c'est l'instant autopromo, où on va parler justement de triage et d'accès direct, vu qu'elle est une thérapeute d'accès direct, des artériopathies d'abord oblitérantes des membres inférieurs et des endofibroses, des syndromes des loges chroniques, des syndromes de l'artère poplitée, des anévrismes de l'aorte abdominale, également thoracique, des maladies thromboemboliques veineuses, du syndrome de May-Turner, des problèmes rénaux, de l'hypertension artérielle et du profilage vasculaire, des douleurs thoraciques et des troubles vasculaires et des troubles cardiaques, le syndrome de la traversée thoraco-brachiale, en tout cas les vasculaires, et surtout les dysfonctions artérielles cervicales. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans cet e-learning. Et rappelez-vous que pour évaluer un trouble vasculaire, on utilise des outils en lien avec la vascularisation des gros troncs, donc la tension artérielle, un ABPI, un Doppler ou une ARM. Par contre, pour évaluer un trouble neurologique, on utilise donc un bilan neuro ou un EMG, comme ce qui a été utilisé par exemple dans l'étude de Takamori et collaborateurs, où on voyait bien que l'EMG, l'amplitude du potentiel d'action changeait selon déjà si on tirait ou non sur le nerf. Et vous allez voir d'autres éléments qui confirment et reconfirment ce que on est en train de vous expliquer. Voyons voir maintenant l'utilisation de l'IRM
par un autre moyen, donc l'imagerie par tenseur de diffusion, qui permet d'apporter de la précision sur ce phénomène et sur l'aspect compressif de ces nerfs. Oh mais dis le terme. Pourquoi tu essaies de... Tu enjolives les choses là, dis le terme. Ouais, dis le terme. Là, je vais devoir vous définir d'abord certains termes en lien avec le sujet qui est plutôt complexe. Et donc, si vous n'êtes pas radiologue ou neurochirurgien, ce n'est pas grave si vous retenez tout par cœur. Donc, je vais aller vite. Donc, certains tissus structurés constituent des obstacles qui orientent les mouvements des molécules d'eau, qui ont tendance à se déplacer dans une direction privilégiée. Et en général, la diffusion n'est restreinte que dans certaines directions de l'espace. Par exemple, les fibres nerveuses, l'organisation parallèle des faisceaux et des axones et des couches concentriques de myéline restreignent la diffusion transversalement. Donc l'IRM de diffusion, proprement dit, vise à mettre en évidence les différences de mobilité des molécules d'eau sans considération sur leur direction de déplacement. Donc l'IRM de tenseur de diffusion va quant à elle s'attacher à étudier les directions des mouvements des molécules d'eau, par exemple pour déterminer si elles diffusent dans toutes les directions ou pas. C'est la fraction d'anisotropie. Ou pour essayer de donner la direction de diffusion privilégiée, ce qui peut être appliqué à la reconstitution indirecte du trajet des fibres nerveuses. Donc la micro-architecture particulière des fibres nerveuses est à l'origine d'une anisotropie de diffusion dans la substance blanche cérébrale. La diffusion des molécules d'eau est privilégiée dans le sens des fibres et restreinte perpendiculairement aux fibres, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc l'imagerie de tenseur de diffusion permet d'étudier in vivo la microstructure des tissus. Elle donne des indications sur d'éventuelles anomalies des fibres nerveuses de la substance blanche ou de la moelle épinière non visible en imagerie conventionnelle. La tractographie des fibres est par contre la seule méthode donnant un aperçu in vivo indirect de la trajectoire des fibres. Elle peut être associée à l'IRM fonctionnel pour étudier les interconnexions entre les centres nerveux et être employée pour analyser la maturation et le développement cérébral. Ça peut aider également au bilan préopératoire de tumeurs cérébrales ou de compression médulaire. Si l'eau diffuse dans un milieu avec des barrières, la diffusion sera privilégiée que dans certaines directions. En fait, je suis en train de vous dire qu'on va pouvoir analyser la microvascularisation des structures nerveuses. Et on appelle diffusion anisotropique, l'anisotropie, donc par destruction ou désorganisation des barrières. L'anisotropie est mesurée de plusieurs manières au final. L'une d'entre elles consiste à évaluer un ratio appelé anisotropie fractionnelle, AF, et une anisotropie de 0 correspond à une sphère parfaite, alors qu'un ratio de 1 correspond à une diffusion linéaire idéale. Donc à 1, ça circule bien, à 0, ça circule bien dans un sens, pardon, à 0, ça ne circule pas dans un sens. Je vous le fais bien sûr de manière très grossière. L'anisotropie fractionnelle décrit la cohérence directionnelle de la diffusion de l'eau dans les tissus et est considérée comme un biomarqueur quantitatif de l'intégrité de la substance blanche. Et le degré d'anisotropie est en corrélation avec le nombre et la densité des axones. Donc il y a une réduction significative de l'AF de l'anisotropie fractionnelle souligne une microstructure altérée de la moelle épinière. Comme vous pouvez le voir en évidence sur ces images de tractographie où à certains endroits vous pouvez voir que il y a ou des changements de direction ou une diminution de la diffusion au sein du nerf. Vous pouvez mettre pause et lire ce qu'il y a en description de ces images. Donc là, vous pouvez voir d'abord dans un cordon médulaire pour les images GH et les images du bas. Donc ce sont différents paramètres que vous pouvez observer grâce à un IRM, anisotropie fractionnelle ici, pour étudier comment est-ce que ça circule dans vos nerfs. L'anisotropie fractionnelle a été évaluée dans des études antérieures sur la myélopathie et il existe un large consensus sur la diminution significative de l'anisotropie fractionnelle, non seulement au niveau comprimé, mais aussi sur les sites éloignés de la compression. Et dans la méta-analyse de Guen et collaborateurs, l'anisotropie fractionnelle était 1,5 fois plus faible dans le groupe myélopathie que chez les témoins. L'anisotropie fractionnelle de base a également montré une forte corrélation avec les scores de myélopathie, le score japonais, et l'amélioration post-opératoire est associée à des valeurs d'anisotropie fractionnelle plus élevées. Plus l'anisotropie monte, mieux votre nerf respire.
Et ça, donc, sur l'imagerie par tenseur de diffusion préopératoire. Et il est intéressant de noter que Wen et collaborateurs ont constaté que la valeur moyenne d'anisotropie fractionnelle entre C3 et C7, et là sur 570 sujets, était plutôt haute, mais pas de valeur moyenne de l'anisotropie fractionnelle au niveau de compression maximale de la moelle. Et ça a été identifié comme le facteur pronostic de la chirurgie de décompression chez les patients atteints de myélopathie, qui se rendent compte qu'à certains étages, si ça circule, on sait, à d'autres, on sait que ça circule moins bien ou pas. Et uniquement grâce à cette imagerie, ce qui permet encore plus de cibler un traitement spécifique. Et l'autre étude sur l'imagerie par tenseur de diffusion a montré une microstructure désintégrée dans la colonne latérale et postérieure dans la myélopathie spondylotique par rapport au groupe contrôle sain. On a quand même pas mal de données qui peuvent nous aider. Et par exemple, une des études citées visait à confirmer le rôle de l'imagerie par tenseur de diffusion comparant les différences de valeurs d'anisotropie fractionnelle entre les patients souffrant de compression de la moelle cervicale face à des individus sains. Donc, ils ont fait une recherche systématique afin de comparer les valeurs moyennes d'anisotropie fractionnelle chez les patients atteints de myélopathie et les témoins sains à tous les niveaux de compression de la moelle cervicale. Et les données essentielles de la littérature, telles que les informations démographiques, les paramètres d'imagerie, les méthodes d'analyse, ont été extraites. Des modèles à effet fixe ou aléatoire basés sur l'hétérogénéité ont été appliqués aux analyses groupées et aux analyses de sous-groupes. Résultat, 10 études portant sur 445 patients et 197 volontaires étaient éligibles. Le résultat regroupé ont montré une diminution des valeurs d'anisotropie fractionnelle à tous les niveaux de compression dans le groupe expérimental, donc ceux qui ont des myélopathies, par rapport au groupe témoin. Ces résultats montrent que les valeurs d'anisotropie fractionnelle dans la moelle épinière diminuent chez les patients atteints de myélopathie, confirmant le rôle crucial de l'imagerie par tenseur de diffusion. Et si je devais vous raconter un cas clinique sur l'importance de l'imagerie par tenseur de diffusion, donc alors que c'est juste un paramètre qui peut être utilisé avec un IRM, donc voici l'histoire d'une patiente, l'histoire qui est documentée, d'une patiente de 52 ans qui se plaignait principalement de douleurs lombaires, de douleurs dans les jambes, mais principalement à droite, d'un engourdissement de la plante des pieds bilatérale et d'une claudication intermittente après 20 minutes de marche. L'engourdissement de la plante des pieds, la douleur dans les jambes et la lombalgie ont commencé 5 ans auparavant. Elle a été examinée pour la première fois il y a 4 ans. Une sténose foraminale de la vertèbre L5 a été observée bilatéralement et un blocage de la racine nerveuse L5 a été temporairement efficace. Mais les douleurs dans les jambes sont réapparues et la patiente était résistante aux médicaments, que ce soit prégabalin ou tramadol. Les résultats aux tests musculaires, mais après je ne sais pas comment ont été faits leurs bilans neuro, montrent un 5 sur 5 partout, sauf pour le tibial antérieur. Selon eux, il n'y a pas de diminution de la sensibilité. Et la patiente a un score à 19 sur 29 sur le test de myélopathie cervicale japonais. Un EVA qui était proche de 70 pour les lombaires, donc 70 sur 100, 80 dans la jambe droite sur 100, 50 dans la jambe gauche sur 100. Par contre, concernant l'engourdissement, lorsqu'elle en avait, elle notait ses douleurs à quasi 90 sur 10. La patiente avait un antécédent de myome utérin qui était objectivable à l'IRM. Et les images au scanner, après neuroscopie L5 à droite, ont montré ce myome utérin qui appuyait sur l'articulation sacro-iliaque par l'avant. La région centrale du canal rachidien était normale, selon eux, et ne présentait pas de compression au scanner et au méliogramme rachidien, et j'ai envie de préciser, en position allongée. Une sténose foraminale L5 bilatérale a été observée, ainsi qu'une ostéophyte se projetant dans le foramen à partir de l'apophyse articulaire supérieure S1 droite, la racine nerveuse L5 droite qui était comprimée. Et ils ont également avancé qu'il n'y avait aucune anomalie ou de vitesse de conduction nerveuse qui a été observée dans les nerfs tibiaux ou dans les nerfs fibulaires au cours des études électrophysiologiques. Là, c'est le tableau que vous pouvez voir.
Et d'après les études récentes coréennes concernant les normes chez les trentenaires hommes, il n'y a effectivement pas de différence significative permettant de dire qu'il y a une atteinte nerveuse. Le test, entre guillemets, est dans les normes. Et voici un commentaire des soignants de cette patiente. Nous avons considéré que la névralgie sciatique était due au myomutérin massif. 1 an après l'examen initial, nous avons pratiqué une myomectomie. La douleur dans la jambe est restée inchangée après l'opération. Pour examiner en détail la lésion du nerf L5 due au foramen, due à la sténose foraminale, ils ont en fait enfin utilisé une imagerie par tenseur de diffusion avec un IRM des plus classiques, Philips 1,5 Tesla. Et les séries ont été acquises à l'aide d'un spectromètre de masse et d'une caméra. Donc les séries par imagerie tenseur de diffusion ont été récupérées avec une technique de balayage et le patient a été scanné en position couchée. Les paramètres d'imagerie ont permis d'obtenir 50 coupes au total pour 10 minutes et 30 secondes de temps de scintigraphie, temps d'imagerie. Les régions d'intérêt comprenaient le canal vertébral, les racines nerveuses, l'extérieur des foramens, et les valeurs d'anisotropie fractionnelle des nerfs ont été mesurées du côté affecté, du côté non affecté, et également des autres racines. Et là, on a pu voir très clairement, comme vous pouvez le voir sur votre image, une interruption de la tractographie au niveau du foramen L5, plus à droite qu'à gauche, signifié par la flèche, qui a montré une souffrance neurale. Et sur la base des résultats de l'ischémie transitoire, le patient, en tout cas la patiente, a été diagnostiquée avec une sténose foraminale vertébrale bilatérale et une arthrodèse intersomatique lombaire transforaminale L5S1 a été réalisée pour traiter la sténose foraminale. Donc en fait, le foramen était fortement comprimé par l'apophyse articulaire supérieure droite S1 et par un ostéophyte. Le nerf L5 droit a été décomprimé et une cage intervertébrale a également été insérée dans l'espace intervertébral et fixée par une vis pédiculaire. Immédiatement après l'opération, la douleur dans les deux jambes a disparu. 1 an après l'opération, le score GOA est à 26 sur 29, le VA dans les membres inférieurs est à 0. Et également, plus aucun engourdissement est retrouvé. Donc une nette amélioration est apparue. Et ça, uniquement parce qu'ils ont enfin décidé de faire la bonne séquence d'imagerie. Et dites à votre pote qui fait des lives Insta, non, ce n'était pas un trouble vasculaire, c'était une compression neurale, juste qu'on a observé la vascularisation intrinsèque du nerf, permettant de mettre en évidence où se trouve la compression neurale. Mais je sais pas. J'en ai marre, putain, c'est trop dur. Mais y a rien de plus compliqué que cette merde. Et le truc, c'est que l'IRM avec tenseur de diffusion a été étudié à de nombreuses reprises. Et l'étude de Hassan et collaborateurs, par exemple, montre clairement un apport diagnostique net d'une telle imagerie qui surclasse l'IRM allongé, en fait. Et ça, alors qu'ils ont les moyens techniques de faire exactement une imagerie par tenseur de diffusion de la même qualité qu'à l'autre image. Un IRM 1,5 Tesla. Le temps d'acquisition semble un peu plus long, mais la patiente n'est pas non plus restée 1 heure dans la position. Donc peut-être que si ces patients avaient plus de séquences par imagerie tenseur de diffusion pour une plainte nerveuse, ça permettrait de faciliter 1, le traitement, 2, le pronostic de ces patients. Et voici un exemple de patient, donc avec la description de ces images. Si vous voulez mettre pause pour les lire, vous pouvez. Donc, impeccable. Nous avons parlé de l'IRM, de l'image par tenseur de diffusion. Mais qu'est-ce que cela donne lorsque l'on rajoute l'aspect dynamique de l'évaluation avec le tenseur de diffusion? En fait, l'imagerie par tenseur de diffusion en flexion et en extension peut servir d'outil de diagnostic sensible dans les symptômes précoces de myélopathie. Donc, l'objectif de cette étude, l'étude de Tikoki et collaborateurs,
était de comparer les valeurs des paramètres de diffusion de l'eau sur l'imagerie par tenseur de diffusion dynamique cervicale au stade précoce de myélopathie. L'étude a porté sur 10 patients présentant un stade précoce de myélopathie cervicale, de grade 1 ou 2 selon la classification de Nurick. Et tous les sujets ont été scannés par IRM 3 Tesla en flexion-extension. L'anisotropie fractionnelle, le coefficient de diffusion apparent, la diffusivité radiale, la diffusivité axiale et la diffusion de traces ont été mesurés de C2 jusqu'à C7. Et les paramètres ont été comparés entre les 3 niveaux des positions en flexion et en extension. Et la conclusion est sans appel. L'IRM avec tenseur de diffusion dynamique du rachis cervical est réalisable et peut détecter des lésions subtiles de la moelle épinière et a une importance fonctionnelle dans la myopathie cervicale. Et une augmentation marquée désolé, et une augmentation marquée de la diffusivité radiale et une diminution de l'anisotropie fractionnelle se sont avérées indicatives d'une lésion structurelle précoce de la moelle épinière dans la myélopathie. L'aspect dynamique est important à comprendre dans une évaluation de problèmes de nerfs. Et en fait, si vous regardez les deux études que je vous cite et ce tableau, vous vous rendez compte pour DCM, dégénérative cervicale myélopathie, que l'imagerie est importante, mais également que l'EMG, donc l'EMG électromyographie, ou en final l'étude de la conduction nerveuse NCS ou potentiel évoqué, devrait être faite en dynamique. Donc oui, vous allez voir et vous allez trouver chez des humains des bilans neuro, des bilans de neuropathie qui vont changer et qui peuvent changer selon les positions. Étude de 2022. Et là, vous avez une autre étude de 2020. Donc, ça ne sort pas de mon cerveau. Dommage que la personne qui fait ce live n'ait pas forcément ou lu ces études ou n'y eu accès. Ah, je ne sais pas. Eh ben moi je sais. Donc l'extension et la flexion cervicale sont probablement pourvoyeurs de compression pour les patients atteints de myélopathie cervicale dégénérative, car elle aggrave la compression médulaire visible sur l'imagerie par résonance magnétique dynamique. Mais maintenant, qu'est-ce que ça nous implique d'un point de vue clinique? Si on s'intéresse justement à ce que nous offre l'EMG, les potentiels évoqués somatosensoriels dynamiques sont un outil objectif pour mesurer la fonction de la moelle épinière dans différentes positions de nuque. Contrairement aux hypothèses précédentes, une proportion considérable de patients atteints de myélopathie présentent des potentiels d'action améliorés ou détériorés en flexion par rapport à la position neutre. Et voici l'étude parfaite pour vous l'illustrer. Donc, les patients atteints de myélopathie ont subi des examens dynamiques préopératoires des potentiels évoqués et des chirurgies de décompression entre 2015 et 2019. Ils ont été évalués rétrospectivement. Les auteurs ont comparé les potentiels évoqués d'extension et de flexion avec les potentiels évoqués en neutre. Chez chaque patient, ils les ont classés en groupes d'extension améliorée, EI, Extension Improvement, extension non améliorée, EN, flexion améliorée, FI, Flexion Improvement, ou flexion non améliorée. Donc pas par rapport aux douleurs, mais bien par rapport au bilan de neuropathie fait par EMG. Les évaluations cliniques préopératoires, les méthodes chirurgicales de décompression et les données cliniques de suivi à 1 an ont été enregistrées. Le spondylolesthésie cervicale et les types d'alignements cervicaux ont été évalués sur des radiographies latérales cervicales simples. Et le nombre de segments sténosés, le degré de sténose de Mule et le stade de dégénérescence discale du segment le plus sévère, ainsi que la prévalence d'une hypertrophie ligamentaire, d'une hyperintensité intramédulaire en imagerie pondérée T2, ont été évalués par IRM. Donc plein de paramètres ont été évalués par IRM. Et les données ont été comparées entre les groupes EN, non améliorés par l'extension, FN, non amélioré par la flexion, EI, amélioré par l'extension, FI, amélioré par la flexion, au niveau du bilan neuro. Et les critères de prédiction ont été déterminés à l'aide d'analyses de régression logistique. Qu'observons-nous durant cette étude? Sur 49 patients inclus, 18,4%, donc 9 patients,
ont montré une amélioration en extension et 11 ont montré une amélioration en flexion par rapport au potentiel évoqué en position neutre. Et il est intéressant de noter que les patients qui s'améliorent présentaient une récupération post-opératoire significativement meilleure à 1 an que les patients qui n'ont pas d'ischémie transitoire de moelle. Donc, la durée de la maladie, le nombre de segments concernés et le type d'alignement cervical variaient de manière significative entre les groupes qui s'amélioraient en extension ou pas. Le groupe, par exemple, qui s'améliorait en flexion présentait un grade de sténose de Mule significativement plus élevé que le groupe qui ne s'améliorait pas en flexion. De plus de 2 segments impliqués, un alignement cervical droit ou sigmoïde, étaient les critères significatifs prédisposants d'amélioration avec une probabilité de 80,7%, 85,7%, tandis que la sténose de Mule de grade 3 et la durée de la maladie depuis moins de 6 mois étaient des critères significatifs prédisant l'amélioration des potentiels évoqués en flexion avec une probabilité haute. Dans la plupart des populations avec myopathie, les postures dynamiques du cou entraînent des détériorations des potentiels évoqués, comme l'ont démontré des études électrophysiologiques dynamiques antérieures, qui ont mis en évidence une diminution des amplitudes N13 et N20 et un allongement des temps de latence. Ces résultats correspondent à la plupart des études d'IRM dynamique, selon lesquelles les extensions cervicales font bomber le ligamentum flavum vers l'intérieur, réduisent l'espace sous-arachnoïdien dorsal jusqu'à 17% et augmentent le degré de sténose de Mule, tandis que la flexion cervicale augmente la tension longitudinale de la moelle épinière et induit une compression contre la barre spondylotique ventrale. Pour ces raisons, l'extension et la flexion prolongée, en particulier les positions d'extension, sont communément reconnues comme des activités plutôt délétères pour des patients atteints de myélopathie cervicale. Mais bien sûr, rappelez-vous la vidéo de Thomas, l'ostéopathe, cela va dépendre de votre bilan. Et à notre connaissance, cette étude de corps, c'est la première qui a rapporté des améliorations neurophysiologiques chez des patients atteints de myélopathie lors d'un positionnement dynamique, à la fois également à évaluer sa valeur pronostique et à identifier les facteurs cliniques et radiographiques liés aux améliorations neurologiques observées lors de l'extension et la flexion cervicale. Il est intéressant de noter que de nombreux patients du groupe qui s'améliorent en extension ont indiqué leur préférence pour des activités nécessitant une extension du cou, comme le badminton, certains types de gymnastique, alors que les patients du groupe améliorés en flexion se sentaient généralement plus à l'aise en flexion. En fait, le patient, si vous savez l'écouter, sûrement qu'il peut vous indiquer pas mal de choses, ce qui suggère une cohérence entre les changements symptomatiques et les potentiels évoqués, et indique que les positions d'extension et de flexion pourraient soulager les déficits neurologiques des patients dans certains cas. L'amélioration neurophysiologique des patients du groupe amélioré en extension lors de l'extension cervicale pourrait s'expliquer par la diminution de la longueur longitudinale et la force d'étirement de la moelle cervicale mise en évidence par l'IRM d'extension. Alors que lors de la flexion cervicale, l'espace sous-arachnoïdien dorsal augmente à chaque niveau de C2 à C7, entraînant une décompression et une amélioration fonctionnelle de la moelle chez certains patients dans le groupe amélioré en flexion. Et d'après ces résultats, l'extension et la flexion cervicale ne provoquent pas toujours des détériorations neurophysiologiques, mais aussi parfois des améliorations. Tout dépend du patient, tout dépend du bilan. Tous les patients du groupe amélioré en extension ont subi une procédure pour retrouver un alignement cervical lordotique physiologique. 3 patients du groupe amélioré en flexion ont subi des chirurgies postérieures ou antéro-postérieures qui sont principalement utilisées chez les patients avec des myélopathies cervicales, présentant une compression de la moelle multisegmentaire ou antéro-postérieure sévère. La chirurgie a été, a suivi l'imagerie. La chirurgie a été réfléchie autour de l'imagerie médicale. Et malgré les variations dans les méthodes chirurgicales de décompression, le score de myélopathie post-opératoire à 1 an des groupes en extension et en flexion ont été significativement plus élevés pour ceux qui s'amélioraient selon les positions que ceux qui ne s'amélioraient pas, indiquant des meilleures capacités de récupération des patients présentant des potentiels évoqués améliorés selon les positions. L'ischémie transitoire est peut-être, ça c'est moi qui le rajoute, un facteur pronostique encourageant chez les patients avec des myélopathies cervicales. Si je vous lis les conclusions de cette étude, dont résultats fournissent des preuves de l'amélioration neurophysiologique chez les patients atteints de myélopathie à l'extension et ou la flexion,
et de son importance pour prédire les pronostics. De plus, certains critères cliniques et radiographiques peuvent aider à prédire l'amélioration neurophysiologique à l'extension ou à la flexion. L'âge, vous pouvez voir le tableau à gauche. La durée des symptômes et le score de myelopathie de départ ont été signalés comme des prédicteurs significatifs des résultats post-opératoires chez ces patients. Mais surtout dans d'autres études. Dans la présente étude, bien que les symptômes et bien que les patients du groupe amélioré en extension ne présentent aucune différence en termes d'âge, de sexe ou de score de myelopathie cervicale au questionnaire japonais, ou plusieurs autres signes, la durée de la maladie est significativement plus courte. Et une durée de maladie plus courte s'est également avérée être un critère prédictif significatif pour l'amélioration des potentiels évoqués lors de la flexion. Cette constatation peut s'expliquer par le fait que les moelles épinières nouvellement touchées présentent généralement une meilleure préservation neurologique et sont plus facilement réversibles que celles des patients souffrant d'une compression de longue date dans des positions dynamiques du cou. Et en ce qui concerne les caractéristiques radiographiques, les auteurs ont constaté que le nombre de segments impliqués était significativement plus petit dans les groupes qui s'amélioraient en extension ou en flexion que les groupes qui ne s'amélioraient pas. En général, beaucoup moins, enfin moins que 3 segments, voire moins que 2 segments. Des études IRM dynamiques antérieures ont révélé que chez les patients présentant plusieurs segments impliqués, de nombreux segments qui n'étaient pas significativement comprimés en position neutre se rétrécissaient considérablement lors de l'extension. Ainsi, les patients présentant une sténose à plusieurs niveaux souffriraient d'une détérioration neurologique plus grave lors de l'extension, probablement en raison d'un espace compensatoire nettement moins important, résultant des effets de pinces segmentaires multiples, comme le montre l'IRM dynamique de certains patients. En revanche, le nombre réduit de segments provoque généralement une compression focale est limitée et laisse plus d'espace de compensation, ce qui permet de soulager plus facilement les déficits neurologiques du patient lors de l'extension. Les patients atteints, enfin en tout cas qui s'amélioraient en extension, avaient également tendance à avoir des alignements cervicaux droits ou sigmoïdes, ce qui est un autre critère important pour prédire l'amélioration des potentiels évoqués lors de l'extension. Et chez les patients atteints de myélopathie présentant l'un des deux types d'alignement, les cordes cervicales étaient généralement fortement étirées longitudinalement et souffraient d'une compression antérieure focale, telle que des disques saillants ou des ostéophytes dus à une syphose focale en position neutre. Pendant l'extension, les cordes cervicales sont détendues longitudinalement et drapées vers l'arrière, ce qui améliore et diminue la tension d'étirement et la compression antérieure dans une certaine mesure. Les patients présentant un alignement lordotique, par contre, ne bénéficieront pas de ces avantages, car leurs cordes sont déjà tendues longitudinalement en position neutre. Les patients ayant un alignement syphotique ont connu des bombements potentiels du ligamentum flavum et des effets de pince beaucoup plus graves lors de l'extension, ce qui pourrait compenser les avantages de la diminution de la tension longitudinale. Donc, en plus du fait que la maladie puisse durer moins de 6 mois, la sténose de Mule de grade 3 était un autre critère significatif pour prédire l'amélioration des potentiels d'action lors de la flexion. D'après les preuves accumulées, les patients atteints de myélopathie ont des canaux cervicaux élargis, même en cas de décompression de la moelle à l'IRM de flexion. Le diamètre de l'espace sous-arachnoïdien à chaque niveau de C2 à C7 pourrait augmenter jusqu'à 89% en flexion, ce qui permet donc de laisser beaucoup plus de place et ce qui peut expliquer pourquoi pas mal de patients s'améliorent en flexion. Mais donc il va falloir faire également attention à ne pas mettre trop de contraintes en traction sur les racines nerveuses et sur la moelle. Et d'après ces résultats d'IRM dynamique, la moelle sévèrement comprimée de ces patients présente une sténose grade 3, bénéficie probablement davantage de l'élargissement de ce canal. Ils sont plus susceptibles de présenter donc ceux qui ont un canal plutôt étroit, une opération visant à ouvrir le canal. Bref, je ne vais pas plus rentrer dans les détails de cette étude, je vous conseille de la lire, elle est excellente. Et les patients avec une ischémie transitoire de nerfs et de moelle montrent en tout cas une amélioration neurologique dans certaines positions et semblent avoir un meilleur pronostic que les autres. Pour les plus obtus, qui diraient que ces résultats ne sont pas extrapolables car faits dans des pays étrangers, alors sachez que, c'est un phénomène qui n'est pas exclusif à une ethnie
il existe partout. 2, le but n'est pas de dire que l'ischémie transitoire de nerfs ou l'imagerie par tenseur de diffusion doit être fait à tous, mais que c'est un moyen qui permet de mettre en évidence une ischémie transitoire de nerfs, ce qui est génial. 3, en fait, même en France, vous avez le docteur Lévy-Simon qui a fait sa thèse de médecine en 2020 dessus. Le titre de sa thèse, en anglais, donc Characterization of Spinal Cord Compression. Et je vais vous lire en partie son résumé, uniquement en jaune. Les compressions médulaires induites par la dégénérescence du rachis sont une cause fréquente de dysfonctionnement de la moelle épinière. Des recherches antérieures ont démontré des signes d'ischémie, déclenchant l'apoptose des cellules, exacerbée par la suite par un processus d'inflammation, menant finalement à la myélopathie et l'altération fonctionnelle. Cependant, la durée des processus dégénératifs et leur interaction reste peu connue. Si la chirurgie de décompression est recommandée pour les myélopathies cervicales dégénératives sévères, le suivi et la prise en charge des cas légers sont plus problématiques. Un biomarqueur du déficit de perfusion du nerf serait d'une aide particulièrement précieuse dans la prise de décision. Et la conclusion du résumé de sa thèse, les techniques d'imagerie médicale et d'analyse de développement de caractérisation de la moelle, un grand potentiel pour la cartographie de la perfusion de la moelle épinière humaine en routine clinique. Étant donné la grande variabilité des motifs de compression de la moelle et des symptômes qui en résultent, la définition de simulation standard est complexe. Dans ce contexte, une approche spécifique aux patients est recommandée pour pouvoir établir de manière fiable une corrélation entre la compression mécanique et l'ischémie induite. C'est sa conclusion. Lorsqu'il essaye de faire des modèles théoriques. Mais rappelez-vous, cette étude qui permet de nous apporter énormément de précision sur ce phénomène. Et j'ai envie de vous mettre un petit bonus pour la fin. Le petit bonus, c'est toujours en France, démontrer l'utilisation de l'IRM dynamique, même sans imagerie par tenseur de diffusion et sans tractographie, fait par des chirurgiens à Nancy, Marseille. Donc encore une étude française bien faite. L'objectif de cette étude est d'évaluer la sténose canalaire cervicale et l'étendue des hypersignaux intramédulaires lors des différents positionnements du rachis cervical. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, évaluer le taux de récidive et l'amélioration clinique à moyen terme, 5 ans post-opératoire, de cette cohorte de patients. Donc il s'agit d'une étude prospective monocentrique. À l'inclusion et à chaque suivi, les patients remplissaient un score de myélopathie cervicale japonais, un Neck Disability Index, une EVA cervicale, une EVA radiculaire. Chaque patient inclus bénéficiait d'une IRM cervicale dynamique, neutre, flexion, extension, et 5 niveaux étaient mesurés. Et dans ces 3 positions, ce qui fait 915 niveaux analysés pour 61 patients. Donc, on peut observer que 84 niveaux présentaient un hypersignal intramédulaire en position neutre, 84 niveaux médulaires. Exemple, C4 et 5, c'est un niveau médulaire. 84 niveaux présentaient un hypersignal en extension et 112 en flexion. Le diamètre sagittal moyen variait de façon plus importante en C4, C5 et pouvait passer de 7,13 mm en moyenne en position neutre à 6,3 en extension et 8,29 mm en flexion. Donc, par rapport à la position neutre, il pouvait faire entre moins 12% et plus 16% en flexion. Donc, un grade de mule également supérieur à 2 était retrouvé sur 137 niveaux médulaires en position neutre contre 189 en extension, 110 en flexion. Aucun patient n'a présenté d'aggravation neurologique à la suite de la réalisation de l'IRM cervicale dynamique. Donc on sait que cette procédure est plutôt safe. Et le suivi post-opératoire moyen était de 4,4 ans et 2 patients, ce qui représente 3,1% des patients, ont nécessité une reprise chirurgicale pour mobilisation secondaire des implants. Vous pouvez voir sur ces tableaux justement les différents niveaux atteints. Vous pouvez voir si l'atteinte était en lien avec
un hypersignal ou un grade de mule. Et également, vous pouvez voir le diamètre moyen sagittal selon les positions. Donc on se rend compte bien que l'IRM cervical dynamique permet une analyse très précise du rachis cervical et de la moelle épinière. Dans les cas de myélopathie cervicale, mais également, j'ai envie de vous dire, dans les cas d'instabilité post-traumatique, et également, pourquoi pas, dans les radiculopathies tout simplement. L'objectif de la prise en charge chirurgicale est de stopper l'aggravation neurologique et éventuellement de permettre une récupération neurologique. L'efficacité des chirurgies de décompression par voie antérieure ou par voie postérieure est bien connue dans la littérature. Cependant, le taux de récidive symptomatique à moyen et long terme est estimé à 10% selon Veeravagu et collaborateurs. Et différentes études ont mis en évidence des changements dynamiques de la moelle cervicale lors de la réalisation d'IRM cervicale dynamique, que ce soit Mule, Kuwasawa ou Zhang et collaborateurs. Et ça a été reporté, ça a reporté des différences significatives de longueur et de diamètre de moelle spinale, du grade de compression médulaire, mais également de la présence d'hypersignal intramédulaire ou pas. Dans le tableau 4 que vous pouvez voir tout de suite, donc tout niveau confondu, 37% des patients du groupe Syphose préopératoire montraient une aggravation du grade de Mule en extension et 18% en flexion, versus 29% en extension et 36% en flexion pour les patients en lordose, et 36% en extension et 9% en flexion dans le groupe rachis-droit. A l'inverse, 28% des patients du groupe Syphose préopératoire montraient une amélioration du grade Mule en flexion, versus 27% dans le groupe lordose, 28% dans le groupe rachis-droit. Dans le sous-groupe de Syphose préopératoire, un hypersignal apparaissait dans 16% des cas lors du passage en flexion, contre 10% dans le sous-groupe en lordose préopératoire et 5% dans le groupe rachis-droit. Bref, aucun rachis n'est le même. Vous ne pouvez pas donner la même consigne pour chacun de vos patients. Et dans leur étude, 39% des lésions de stade 2 et 3 de Mule en extension étaient classées stade 0 ou 1 en position neutre, ce qui est marquant de l'utilité de l'aspect dynamique de l'évaluation de ces patients-là. Et cette différence, 1, conduisait à augmenter le nombre de niveaux à décomprimer, donc pour de meilleurs résultats. 2, était plus présente chez les patients présentant un rachis syphotique en préopératoire. Que retenir de cette étude, qui est remarquable selon moi? C'est que l'identification précise de cet hypersignal et de son étendue amène à jouer sur le pronostic de votre patient. Et en effet, l'hypersignal T2 intramédulaire étendu était considéré comme un facteur de mauvais pronostic et de récupération post-opératoire. Et concernant les bénéfices sur le long terme d'une procédure à plusieurs niveaux, donc ça c'est primordial dans la littérature scientifique et pour les neurochirurgiens, parce que ça permet de justifier l'exposition du patient à un risque théorique accru ou pas de complications. Le faible taux de survenue de syndrome adjacent, donc 1,6% dans cette cohorte, peut être en partie expliqué par la planification de la chirurgie par l'IRM dynamique, qui a permis de révéler des niveaux de compression non détectables par un IRM standard, ce qui a poussé à augmenter le nombre de segments concernés par une chirurgie initiale, mais aussi par améliorer le type de chirurgie qui allait être fait. Ces résultats peuvent suggérer qu'une libération, stabilisation chirurgicale doit inclure des segments dégénérés adjacents au segment le plus compressif lorsqu'ils présentent eux-mêmes des signes radiologiques de compression dynamique, notamment en position d'extension, indépendamment du fait que ces segments contribuent aux symptômes cliniques, comme cela a été suggéré par Veeravagu et collaborateurs. Et dans leur étude, donc la présente étude, on ne retrouvait aucun cas d'aggravation neurologique post-IRM dynamique. Et cela même lorsque le patient présentait un déficit neurologique dans différentes positions. Donc leur protocole invite les patients à se positionner en flexion ou en extension maximale sur un coussin de soutien sans que l'angulation ne soit imposée, ce qui peut représenter une faiblesse de protocole, mais garantit également l'absence de traumatisme aigu lors de la réalisation de l'examen, comme cela a été réalisé dans l'étude de Fuentes et collaborateurs. Donc la sécurité de l'IRM cervical dynamique est primordiale et doit continuer à être évaluée afin d'être inclus dans des protocoles de routine.
Le niveau moyen de complications de chirurgie secondaire était même moins important donc, dans cette étude que la moyenne pour les myélopathies cervicales dégénératives. Dans l'étude de Wang Tao et collaborateurs, par exemple, 107 études ont inclus 1705 patients sur... Je recommence. Dans l'étude de Wang et collaborateurs, au total, 107 études. Et ils ont pu observer 20% de patients ayant eu des complications importantes. 1705 sur 8612 patients. Et l'incidence du type de complication dépend de la voie d'abord et du type de solution apportée. Et là, vous vous rendez bien compte que le nombre et le pourcentage de complications, de vraies complications, parce que avoir une dysphagie, oui, c'est une complication, mais qui a tendance à se résoudre. Donc le nombre de complications au sein d'études françaises est nettement moindre par rapport aux autres données. Donc je pense que maintenant, l'intérêt d'une évaluation dynamique des problèmes de nerfs n'est plus à faire. Ça permet de savoir si une atteinte de nerfs a un plutôt bon ou mauvais pronostic. Ça permet de rediriger vers une opération ou pas, d'optimiser les résultats post-opératoires pour les neurochirurgiens. Et il semblerait même que ça puisse diminuer la mortalité post-opératoire. Et maintenant, voyons voir chez des patients, des vrais patients au cabinet, donc patientes que j'ai eu au cabinet en 2021 ou 2020, où nous pouvons voir par exemple dans sa force de préhension une nette différence selon la position de sa nuque. Si vous voulez voir donc sur son évaluation de force de préhension, où cette patiente, en fait, si elle gardait la tête en flexion ou en extension, elle avait une perte significative de la force, comparativement à la position neutre. Cette patiente donc, a suivi un accident de la route, et lorsqu'elle gardait la tête en flexion ou en extension, un Bimbaski pouvait apparaître, uniquement en flexion ou en extension prolongée. Une perte de sensibilité de toutes les fibres pouvait apparaître également. Une perte de force pouvait apparaître et une hyperréflexie, uniquement en flexion et en extension. Le problème, c'est que cette patiente, en fait, avait ces symptômes depuis plus de 5 ans. Et cette patiente allait d'examen en examen. Bien sûr, nous ne voyons rien sur un IRM classique chez elle, vu que l'atteinte était en dynamique, alors qu'il y avait cette atteinte. On a dit que c'était la fibromyalgie. Je doute que la fibromyalgie puisse être pire en flexion et en extension dans les jambes, et surtout amener à altérer le bilan neuro de manière aussi accrue, aussi aiguë. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Clairement, nous sommes, comme sur Thomas, sur un cas de myélopathie cervicale. Et là, je vais vous présenter un autre et un dernier patient qui a pu témoigner, qu'on a pu évaluer face à d'autres personnes pour sa myélopathie cervicale. Voici le témoignage de William. Hello Brian, bon du coup je te fais le petit vocal. Voilà, je suis sujet à des douleurs sciatiques à gauche depuis plus ou moins 7 ans, avec notamment des grosses contractures musculaires en crise au niveau du mollet, et puis des douleurs tendons d'Achille, aponévrose plantaire après des stations prolongées. Et puis quand j'ai des crises et que ça flambe, j'ai des paresthésies globalement sur tout le trajet sciatique. Il y a aussi des raideurs au tendon d'Achille, à l'aponévrose plantaire à droite depuis 1 an, pareil au réveil et parfois après la course à pied. J'ai connu aussi pas mal d'épisodes de NCB à gauche, plus ou moins sur le trajet radial. Pas très très clair, mais ça fait quelques mois que ça me gêne. Et puis des paresthésies bilatérales ulnaires, notamment quand je suis dans mon lit à lire ou sur mon tel. Et ça, c'est depuis aussi loin que je m'en souvienne, toujours. Je suis très très inconfortable en muscu et notamment en squat avec une sensation d'instabilité du genou. Et je me sens d'ailleurs plus fort au front squat qu'au back squat. Et j'ai cette même sensation d'instabilité en vélo et même des douleurs qui m'ont fait quasi arrêter le vélo. Dans mes antécédents notables, il y a 20 ans de rugby avec pas mal de petits bobos, mais surtout une dizaine de commotions cérébrales, dont 3 l'année de l'apparition de mes douleurs. Côté clinique, sur le bilan du membrin qui a été fait par un ostéo formé par Laurent Naïs et toi, qu'il était que sur le membre au moment où on l'a fait, quelques semaines avant la formation sur le membre sup. Le slump ultra positif à gauche, bien positif à droite aussi. La seg négative des deux côtés par contre.
des pertes de force sur plusieurs racines au membre inf et puis des hypoesthésies sur les grosses fibres aussi au membre inf à gauche et la modulation pas claire du tout. Côté kiné, j'ai fait une prise en charge début d'année là par exemple et on a essayé de moduler en travaillant avec du renfort lombaire et des mouvements répétés et de la neurodynamie. Et en gros, il y a des fois où ça flambait, des fois où ça marchait, mais c'était vraiment hyper aléatoire et pas très concluant. Du coup, on avait un peu lâché l'affaire. Bilan membre sup que tu m'as fait avec Laurent, des pertes de force sur plusieurs racines aussi au membre sup à gauche et des pertes de sensibilité sur les grosses fibres et les petites fibres sur plusieurs racines aussi. Et ce qui me flambait, c'était la rétraction cervicale. C'était assez marqué. Ça me reproduisait d'ailleurs les paresthésies au membre sup. Et puis la modulation, elle est quasi complète et elle se fait par des mouvements de cervicale et même sur les petites fibres d'ailleurs. Je récupérais. Voilà, depuis j'ai testé un petit peu ça pour voir si ça avait un impact sur le membre inférieur. Et effectivement, c'est pas du tout mes lombaires qui modulent mes problématiques, mais bien la position de ma tête. Donc je pense que parfois, lors de la modulation lombaire, je devais me mettre dans des positions de cervicale qui me flambaient et parfois pas. Et c'est peut-être ça qui faisait que ça matchait ou pas. Et par exemple, je peux pas faire 2 single leg squats en rétraction de cervicale. J'ai essayé. Et par contre, avec des mouvements de cervicale et la position de confort pour mon nerf, je suis capable d'en envoyer 10. Voilà, gros game changer. Comme dans ma pratique d'ailleurs. Voilà, je peux gérer grâce à ça et grâce à vous mes douleurs. Et surtout, je les comprends et ça fait sens pour moi. Donc merci pour tout. Allez, bye. Hello Brian. Donc, ce que ça implique de comprendre l'ischémie transitoire de nerfs, c'est déjà savoir faire un vrai bilan neuro, pas un bilan neuro approximatif avec les mains, où on passe sur le jean des gens, où la force ne se fait pas en quantifiant ou autre, où la sensibilité, on utilise les vrais bons tests, mais également, est-ce qu'il ne faudrait pas, donc pour les problèmes de nerfs, faire une évaluation dynamique? Je pense que la question, elle est vite répondue, voilà. Mais après, c'est savoir quoi en faire. Savoir est-ce qu'on redige pour une opération, savoir si on emmène aux urgences, savoir si on traite et de quelle manière. C'était pas le sujet de cette vidéo. C'était déjà de mettre en évidence le fait que c'est un phénomène qui existe, qui est important et qui joue dans la physiopathologie de pas mal de patients. Qu'avons-nous vu lors de cette vidéo? 1. L'ischémie transitoire de nerfs est un phénomène réel, c'est un problème de nerfs qui est commun, peut-être même très fréquent. Réfléchissez à vos canaux lombaires étroits ou aux patients avec des radiculopathies. C'est un problème central dans les myélopathies qui peut être objectivé en clinique, mais aussi surtout en imagerie par rapport à la fonction nerveuse ou à l'étude de la circulation du vasa nervorum au sein du nerf. Mais ce n'est qu'une seule partie de l'évaluation d'un patient. Donc ne pensez pas qu'avec cette vidéo, ça y est, vous avez tout compris. Et si vous voulez aller plus loin pour comprendre... Le physio Where is Brian, de son nom Brian Moïse Littré, a un talent indéniable. Il est regrettable que ce talent soit mis au service de propos et d'actes inqualifiables. Magie noire, moldu, concours de squat. C'est-à-dire Très chatouillement. Quand je dis contextuel, c'est dans une situation sociale particulière. Comprendre ou à identifier des facteurs qui peuvent modifier notre prise en charge. En fait, on n'a toujours pas fini d'évaluer un patient. On a évalué un système nerveux. On peut éviter toutes les chirurgies, on évite, mais quand c'est nécessaire. Comportement maladaptatif. Boulot de formation avec Brian, c'est 10 ans de pratique totalement d'orientation. Très bonne expérience humaine, concret et facile à mettre en place au cabinet. Ah oui, ça peut être plusieurs années. Donc la formation est pour qui? Pour tout professionnel de santé qui voit des patients et qui peut les traiter en cabinet, donc kinésithérapeute, physiothérapeute, ostéopathe, chiropracteur. On a également eu des neurologues dans la formation, pas mal de médecins généralistes ou de médecins du sport, dans tous les pays où ça parle français. Désolé de ne pas être inclusif pour vous les Anglais. My name is Brian, mais je ne suis pas encore bilingue. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo.
Et n'hésitez pas à m'en faire un retour. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.